Alors en introduction, donc bon, c'est écrit sur le slide, donc moi je suis Jean-Marc Lazare, je suis le cofondateur et le dirigeant de la société qui s'appelle Open Data Soft, et une entreprise qui aura bientôt 10 ans à la fin de l'année et qui, comme son nom l'indique, déjà en grande partie, est une plateforme logicielle, hein, donc une solution logicielle d'ouverture et de partage de données, uniquement disponible sur le cloud, et d'où aussi ma présence, ici, lors de l'événement Outscale, sachant que, bah, nous adressons aujourd'hui tout type d'organisation. Et pour donner quelques éléments, tangibles, chiffrés, puisqu'on est dans le monde de la data. Voilà, donc nous adressons différents secteurs d'activité avec la plateforme logicielle, que ce soit des administrations qui représentent à peu près 50% de nos clients, et des entreprises, 50, les autres 50% dans des secteurs assez variés, dont vous verrez quelques exemples après. Nous sommes une entreprise française, principalement basée à Paris, avec aussi des équipes à Nantes et des équipes à Boston pour nos activités, on va dire sur la zone Amérique et Pacifique, même si on pourrait les traiter de Paris, ça serait pas beaucoup de différence en termes de time zone. Et une de nos particularités, c'est depuis le début quasiment d'avoir eu un ADN très international. On a aujourd'hui des clients dans un peu plus d'une vingtaine de pays, qui utilisent nos plateformes et nos solutions web de diffusion de données dans tous ces territoires, dans un peu plus de 10 langues, dans 11 langues si je ne dis pas de bêtises, sachant que nos premiers aspects multilingues sont venus plutôt d'Europe, hein, de Bruxelles et de Catalogne, ou de Suisse pour pas les nommer, où on a très vite adresser les questions de multilinguisme. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus après dans la présentation, mais quand on parle de valoriser ces datas, les rendre accessibles, y compris alors que la donnée ne change pas, mais dans des environnements qui les rendent intelligibles par des gens qui ont des langues différentes, ça peut être un sujet. En tout cas, dans l'échelle de grandes entreprises ou de territoires multilingues, ça a évidemment beaucoup de sens. Et une de nos particularités, c'est que nous aidons notamment pas mal d'acteurs publics, mais aussi des entreprises à mettre leurs données en open data, c'est-à-dire à les rendre accessibles de manière dans des formats standards, que ce soit des formats programmatiques type API jusqu'à des modes plutôt intelligibles type DataVis. Comme nous avons ces données qui sont mises à disposition via notre plateforme, nous avons aussi un énorme réservoir de données publiques, assemblées, agrégées dans notre solution, et ce qui fait partie de la solution logicielle que nous proposons. Euh, alors, le sujet qu'on a décidé de traiter aujourd'hui, et que Outscale m'a demandé de traiter sur le patrimoine de données, c'est vrai que la donnée, elle est souvent, on dit qu'elle a beaucoup de valeur, on dit que c'est le pétrole, évidemment, de l'économie numérique. Encore faut-il effectivement rendre ce pétrole, cette énergie, exactement, accessible au plus grand nombre, et c'est là que ça devient un véritable levier. Sachant que le plus grand nombre aujourd'hui a des capacités diverses d'accéder à cette information, que l'on soit développeur, on va vouloir des API, que l'on soit je dirais data analyst, data scientist ou autre dénomination, on va pouvoir télécharger des données en masse, mais de manière très standard et sans faire appel à d'autres spécialistes. Et si on est, je dirais, collaborateur d'une entreprise ou simple utilisateur d'informations, qu'on soit consommateur ou citoyen, évidemment, on n'a pas envie et on ne doit pas dépendre de data spécialistes pour accéder à cette information. On veut l'explorer de manière visuelle, extrêmement simple et interactive. Et finalement, bah, quand on parle de patrimoine de données, c'est bien ça dont on parle. C'est comment organiser ce dernier kilomètre de la data, si je puis dire, hein, après tout ce qui aura permis de la stocker en masse, de la processer de manière intensive ou extensive selon les cas. Comment est-ce que finalement on peut d'abord l'inventorier, connaître l'état de son patrimoine. Donc, on parle, nous, de collecte, hein, et donc comment est-ce qu'on peut référencer ces données, qu'elles viennent bah, encore aujourd'hui et très largement de son laptop dans un fichier dire de tableur bien connu, Excel ou autre, ou outil bureautique, ou que cela vienne de data lake ou plateforme IoT, selon les cas d'usage. Donc, tout ça, ce sont des fabriques à data et qui se fabriquent toujours un peu davantage. Donc déjà, encore faut-il le rendre visible. Donc un de nos sujets, nous, c'est de rendre visible au plus grand nombre ces informations en les faisant connaître. C'est-à-dire en les décrivant, en ajoutant des métadatas. Et donc ça, c'est un élément important. L'enrichissement, c'est évidemment un des potentiels de ce patrimoine, contrairement au patrimoine physique. C'est que le patrimoine immatériel de la donnée, c'est que on dit souvent une donnée plus une donnée égale une troisième donnée. Voilà, les données peuvent s'enrichir elles-mêmes. Donc une fois que ces données sont harmonisées, notamment en termes de format ou en termes de sémantique, on va dire, bah, il est possible évidemment de les enrichir mutuellement, hein. Assez classiquement, une donnée avec une information géographique permet d'aller chercher une autre donnée avec
les mêmes critères géographiques et à la fin, ça fait une information complémentaire. Et donc, c'est aussi ce qui permet d'aller croiser des données internes et des données externes. Donc, c'est là-dessus, évidemment, nous aussi, qu'on voit cette vision de patrimoine, le patrimoine informationnel représenté par les données, qui sont de la connaissance en vrai. Chaque bout de données, c'est un bout de connaissance. C'est en les croisant et en les mixant que l'on crée de la valeur. Évidemment, cette valeur-là, elle n'a de sens que si elle est accessible par le plus grand nombre. Alors, que l'on puisse gérer en tout cas la façon de la partager avec le plus grand nombre. Le plus grand nombre, ça peut être l'ensemble de ses collaborateurs, des partenaires business ou le grand public selon la nature des données ou leur sensibilité. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, on retombe, je dirais, après beaucoup d'innovations technologiques liées au big data, dans les mêmes, je dirais, travers des innovations d'il y a 20 ans avec des data lakes finalement qui ne seraient accessibles et manipulables que par des spécialistes, et on recrée des goulets d'étranglement. Donc toute la valorisation du patrimoine informationnel pour créer de la valeur business ou améliorer ses services repose là-dessus. C'est bien ça qu'on parle de patrimoine de données et pas quelque chose qui doit dormir dans un espace de stockage, sinon c'est un coût. Alors c'est certes sympathique, mais c'est un coût, mais qui doit être partagé avec le plus grand nombre. Évidemment, la réutilisation, c'est ce qui permet aussi, dans une économie mondialisée ou dans des économies d'écosystèmes, que l'on soit dans l'industrie ou dans la sphère publique, une logique de partager ces données avec des gens qui vont développer de nouveaux usages par-dessus, soit pour créer de la valeur économique, soit encore une fois pour améliorer les services du quotidien. Donc quand on pense données, c'est avant tout à ça nous, auquel nous pensons, en plus évidemment de problématiques techniques, et c'est en ça, je dirais, que le grand public ou les utilisateurs attendent que l'on parle de data. Alors très simplement, nous, la plateforme Open Data Soft, ce qu'on essaie de faire pour innover dans ce domaine-là, c'est de rendre tout le management, toute la gestion de ces data, encore une fois sur cette partie aval de la diffusion de données, complètement intégrée, un peu comme les outils de gestion de contenu de type CMS pour faire des sites web, des sites intranet, sont conçus, donc avec un back-office unifié qui permet à tout utilisateur qui a un accès à des data, interne ou externe, de pouvoir les référencer, qu'elles viennent de son système d'information, de sources externes, de pouvoir les enrichir, les manager, de voir toute la traçabilité finalement de ces données et, in fine, de les mettre à disposition de ces parties prenantes, que ce soit des collègues, des partenaires business ou un écosystème plus vaste de réutilisateurs, citoyens ou consommateurs ou startups. Donc c'est vraiment toute cette chaîne de valeur que l'on motorise, et avec aussi un aspect qui est de fournir au sein de la plateforme des données déjà pré-câblées, donc un réservoir de data ouverte qui permet de faire du mix données internes, données externes. Et évidemment, un peu comme dans des outils de contenu, quand on diffuse des sites web, on utilise des outils d'analytics qui permettent de mesurer, je dirais, la popularité de ces data, de ces contenus, pardon, et de voir si elles ont touché leur audience. De la même manière, grâce à notre solution, il est possible de voir quelles sont les données les plus populaires, les plus utilisées, et de commencer à construire une stratégie d'alimentation et d'enrichissement de data. Donc c'est ça que fait Open Data Soft pour nos clients. Alors ce que je souhaite faire, parce que ça reste un peu théorique tout ça, et peut-être utopique pour certains, c'est montrer que c'est une réalité et qu'un certain nombre d'entreprises se sont bien emparées de ce sujet. Donc je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, alors j'ai volontairement pas pris des exemples secteur public parce que c'est vrai que c'est souvent ce à quoi le terme open data fait référence, mais ça pourrait être exactement la même chose. J'ai pris des exemples d'entreprises, et dans ce cas précis, j'ai pris l'exemple du groupe Kering. Donc Kering, qui est une entreprise, alors qui est un groupe qui détient des entreprises, des marques de luxe, pardon, des maisons comme on dit dans le monde du luxe, donc typiquement Gucci ici, mais bien d'autres. J'ai mis quelques autres logos en dessous pour illustrer des clients qui ont la même démarche. Donc, dans ce cas précis, quand on parle de valoriser le patrimoine de données, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va valoriser son business ou qui va tenter de changer son business et ses pratiques dans toute sa filière grâce à ces datas. Donc là, on est sur des portails qui sont des portails publics, d'ailleurs, que vous pouvez visiter si vous cherchez sur un bon moteur de recherche, ou je crois que les URL sont indiqués dans le chat, mais vous faites Open Data Kering, Open Data Gucci, vous tomberez sur des portails qui sont opérés 100% avec notre solution, donc avec toute la partie sourcing, préparation, mise en ligne. Donc les sites web que vous verrez sont complètement opérés avec notre solution. Et donc ça permet cette fois-ci à cette entreprise, de communiquer avec ces datas. Donc là, on est sur une logique plutôt impact environnemental. Donc EPNL, c'est Environmental Profit and Loss, donc leur compte de résultat environnemental. Donc ce sont des données extrêmement complètes. Si vous vous intéressez à ces sujets parce que vous êtes dans le monde du luxe ou de la supply chain dans ce domaine-là, vous allez savoir que l'impact environnemental d'une activité de tannerie sur tel type de cuir dans tel pays pour
Kering ou pour la marque Gucci, ça a tel impact. Voilà, donc c'est des données extrêmement précises. Alors l'intérêt, c'est de communiquer avec ses parties prenantes, hein. On est dans une industrie qui est extrêmement challengée par ses clients et par les influenceurs sur, l'amélioration ou la diminution plus exactement de l'impact environnemental. Donc c'est une façon de communiquer avec les données, et puis il y a un autre aspect, c'est la partie, pas visible, pour laquelle il faut être authentifié, qui fait que Kering donne accès, par exemple, à ses collaborateurs, dans un premier temps, à des données plus précises et à toutes ses sous-traitants partenaires. Si je suis designer et qu'on me demande de fabriquer un sac avec moins de tel impact, en réalité, moi, j'ai pas les éléments, j'ai pas la connaissance pour, mesurer ça. Grâce à ces datas-là, bah, je peux dire: «Tiens, si je choisis, d'utiliser tel cuir, tel procédé de fabrication dans tel pays, ben, le sac qu'on m'a demandé, de proposer, il aura tel impact». Donc on voit que ça influe aussi, les éléments de supply chain. Donc la data, elle se valorise et elle vient s'intégrer dans tous les process. Et là, typiquement, on est sur des usages extrêmement simples, hein. C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais si je suis designer, pour Gucci, voilà, je suis pas data spécialiste ni data scientist. Je veux pouvoir récupérer ces données-là, les télécharger, les regarder sur une carte, et c'est ça dont j'ai besoin. Donc démocratiser l'accès à la donnée, le data for all comme disent certains, c'est vraiment ça. Donc c'est très complémentaire évidemment de toute l'architecture et toutes les démarches data qu'on peut avoir, par ailleurs. Un autre exemple que je souhaitais prendre cette fois-ci, donc c'est vraiment pour le coup, cette fois-ci valoriser ces données, donc en tant que patrimoine pour créer du nouveau business. Alors là, je peux pas vous montrer, autre que la page d'accueil, mais j'ai mis aussi quelques logos d'entreprises qui sont sur cette même démarche. Je prends l'exemple du groupe Michelin qui a lancé, il y a quelques semaines, avec qui nous travaillons depuis quelques mois, un portail B2B. Donc la logique, c'est de dire: «Bah, voilà, je suis dans un écosystème, en tant qu'industriel Michelin, j'ai beaucoup de data sur la connaissance de l'état des routes, la météo, et cetera». Parce que j'ai des capteurs, fabriqués par mon entreprise, qui ne fait pas que des pneus, installés dans tout un tas de véhicules. Et ces données-là, elles fournissent une connaissance, alors dont je me sers pour moi-même, mais cette connaissance va permettre de développer de nouveaux services dans le monde de la mobilité, avec d'autres acteurs de la mobilité, avec peut-être des gens que je ne connais pas encore, avec des acteurs publics qui sont intéressés par ça, avec des gestionnaires d'autoroutes. Et donc pour cela, j'ai besoin d'aller délivrer cette information, non plus point par point, parce que finalement cet écosystème est extrêmement vaste et je ne peux pas m'amuser à aller, exposer, ouvrir des accès, différenciés pour tel ou tel. Donc j'ai créé mon magasin à data, si je puis dire ainsi. Et donc je valorise cet asset, que j'ai stocké en masse et éventuellement processé pour lui donner encore plus de valeur avec d'autres infrastructures. Et si je suis une start-up, un partenaire B2B, pourquoi pas une collectivité territoriale, en partenariat avec Michelin pour avoir des informations sur mon réseau routier, je me log et j'accède à ces informations-là via des API, via des téléchargements en masse et des visualisations interactives en fonction de mes compétences et de mon besoin. Donc on voit finalement un vecteur de création de nouveaux business, voire du nouveau business, hein. Le logo en bas, on voit SFR, typiquement, qui met à disposition des offres commerciales, hein, d'informations géostatistiques, de flux de population, de manière payante pour le tourisme, l'événementiel, etc. Donc, on peut aussi créer des nouveaux modèles. Donc voilà comment on aborde aussi, le sujet de la data. Donc nous, on outille ça. Maintenant, il faut voir que la réflexion, elle est business en premier lieu, et c'est bien sous cet angle-là qu'on doit aborder la question du patrimoine de la donnée. Alors, le lien, je dirais aujourd'hui, avec le cloud, il est évident, hein. C'est que tout ça, ça veut dire qu'on est capable de passer à l'échelle. Voilà, on est pas capable de scaler, d'avoir des ressources extrêmement sûres, parce que nous, on crée des offres de services et c'est disponible 24/7. Donc évidemment, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille de manière privilégiée avec des infrastructures, telles que celle d'Auscale. Et dernier point pour conclure et après prendre quelques questions, c'est, l'utilisation des données externes. Alors c'était vrai dans les autres cas d'usage, mais moins évident. Alors là, j'ai pas montré je voulais pas entre guillemets, dénoncer, enfin pas dénoncer, mais, prendre tel ou tel exemple ou dévoiler des secrets. J'ai pris quelques exemples de banques ou d'assurances, bon évidemment qui sont très consommatrices de données et qui, heu, considère que la donnée externe, que ce soit de l'open data, qui est de plus en plus importante en volume et en diversité, mais aussi des données qui peuvent être achetées, auprès de tiers, qui considèrent que tout ça, ça doit être, rationalisé. Et donc finalement, c'est une façon notre plateforme est utilisée pour, présenter une vue unifiée, un intranet si vous voulez, mais qui est une porte sur les données externes, de manière complètement pour rationaliser, pour s'assurer que aussi bien le data scientist que le chef de produit marketing accèdent finalement à l'inventaire des mêmes ressources externes, et puisse s'en servir par soi-même. Et puis bon, il y a aussi des enjeux économiques de ne pas racheter 15 fois les mêmes sources de data. Et donc de donner le réflexe à ses collaborateurs d'utiliser la donnée externe comme complément de la donnée interne pour donner du relief, croiser de la donnée interne avec de la donnée météo, etc., etc. Donc c'est aussi dire que le patrimoine de données, c'est pas simplement sa propre donnée, c'est l'ensemble des données disponibles. Et grâce à un accès extrêmement simplifié, démocratisé, de la data, mais aussi sécurisé naturellement, puisque là on est sur des usages internes, eh bien, on démultiplie le potentiel de création de valeur, d'amélioration. Et alors, a fortiori dans le monde de l'assurance, où finalement la concurrence, elle se joue là-dessus, hein, c'est le différentiel d'information par rapport aux voisins qui est clé. Donc,
Voilà ce que sur ces 15 minutes, ce que je proposais de partager avec vous, d'abord en termes de notions, de vision sur le patrimoine de données et puis de cas concrets.